Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Benoît Mortier, bonjour, du projet Fusion Directory. Bonjour. Bonjour, Anne-Nicolas d'Upstream. Bonjour. Bonjour, et Véronique Turner de Alterway. Bonjour. Bonjour. Alors, on a un éventail assez divers de représentants de l'open source. On va essayer de donner un éclairage aux gens qui regardent cette vidéo sur justement l'open source, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour l'intégrer davantage dans leur entreprise, hein, puisqu'aujourd'hui, on a été à peu près d'accord sur le fait que quasiment toutes les entreprises aujourd'hui ont intégré de façon plus ou moins volontaire ou involontaire du logiciel libre dans leur système d'information. Et puis aujourd'hui, effectivement, elle se pose la question de dire maintenant, je voudrais en faire pour de vrai, entre guillemets, de façon consciente et avec une vraie démarche. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur donner aujourd'hui un petit peu comme guide, entre guillemets, pour aller vers cette démarche? Par quoi commencer? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle mette en place, Véronique, sur ce genre de choses? Alors je pense que la démarche est essayer d'un petit peu systématiser l'open source dans l'entreprise. Et donc, à chaque fois qu'on a un besoin, essayer de regarder s'il existe une solution open source. Donc privilégier, je pense, le besoin avant tout, parce que c'est ça qui drive quand même l'entreprise. Ouais. Et puis regarder s'il existe une solution. Alors après, il faut essayer d'établir des grilles de critères qui permettent d'évaluer une solution. Donc il y a différents paramètres. Il y a des paramètres finalement qui vont converger avec des solutions propriétaires. On va retrouver les mêmes critères qu'une solution traditionnelle. Et puis il y a des points qui sont particuliers. Dans l'open source, vous avez différentes typologies en fait de producteurs en fait. En fonction que ce soit une communauté, une fondation, un éditeur, vous aurez des critères un petit peu différents. Si vous êtes dans la partie communauté, fondation, il va falloir regarder des critères de support, d'accompagnement, de dynamique autour de la communauté. Voilà. Donc ça, il faut essayer de mettre en place, je dirais, une organisation, une structuration donc de ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut appeler parfois une politique open source, mais qui fait souvent un peu peur et qui dit oh là là, moi je suis une petite entreprise, mettre en place une politique, c'est compliqué, voilà. Donc l'idée, c'est plutôt d'être dans une démarche structurée. On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est important d'intégrer l'open source dans une démarche qui est industrielle si on veut être en réussite sur les projets qu'on mène. Voilà. Donc il y a différents volets en fait à la politique et à la démarche quand on veut faire de l'open source. Il va y avoir des aspects qui sont organisationnels. Il faut mettre en place une équipe parfois qui va être un petit peu le référent open source dans l'entreprise. Vous allez avoir des aspects qui sont de nature outillage. Vérifier en fait que ce que vous intégrez est compatible en termes de licence. Si vous êtes notamment vous-même producteur de code, mettre en place un catalogue de produits, en disant voilà, on a choisi tel produit, c'est celui qui va être référencé en entreprise, avec des critères, ce que je disais en début. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses. Et puis, faire très attention au support. C'est un axe important dans l'entreprise. Et c'est souvent ce qui freine l'entreprise dans son adoption à l'open source, c'est le support, parce qu'elle a peur. Des partenaires, oui. Voilà, elle a peur, en fait, des produits communautaires, de ne pas trouver du support. Alors, personne derrière qui s'engage, on va dire, à fournir une réponse ou une correction sur un problème. Alors, quand on parle de migration open source, notamment de l'intégration de nouveaux systèmes d'exploitation open source, effectivement, cet aspect support, il est important, je crois. Oui, parce que alors souvent, effectivement, les entreprises se disent bon, je vais travailler à partir d'une distribution Linux, soit pour déployer sur une infrastructure interne, soit comme partie intégrante d'un produit qu'ils vont vendre à l'extérieur. Et autant on met en place des processus industriels sur des technologies plus traditionnelles, autant on a du mal aujourd'hui, effectivement, les entreprises ont du mal à appliquer ces méthodologies aux produits open source. En fait, on peut les utiliser librement, donc on est tenté de faire tout seul. Et souvent, en plus, on part d'un projet qui est une espèce d'émanence de quelques personnes. On teste quelque chose un petit peu dans son coin, et au final, on arrive, on va industrialiser la solution, sauf que souvent, il est un peu trop tard, parce que la solution a été faite je dirais, très manuellement. Et pour l'appliquer dans un milieu industriel, ça devient carrément impossible. Donc ça veut dire que quand j'envisage un produit de manière industrielle basé sur du logiciel libre, il faut le penser dès le départ.
Ça veut dire qu'une distribution Linux, aujourd'hui, s'il y a des process, s'il y a des façons de fonctionner des équipes, des outils, c'est pas pour rien. C'est pour assurer effectivement un outil reproductible, maintenable dans la durée. Et ça veut dire que ces outils-là, on peut les réutiliser dans l'entreprise. Le problème, c'est que ces outils-là sont souvent très peu connus et qu'il faut se faire accompagner effectivement pour la mise en place, pour l'apprentissage aussi au niveau des équipes, parce que développer sur du logiciel libre, c'est bien, mais là encore, il y a des méthodes, et ces méthodes, elles ont fait leurs preuves. Elles ont fait leurs preuves lorsqu'elles sont appliquées correctement. Donc les outils, c'est bien, mais un accompagnement, c'est encore mieux. Il y a de la méthodologie. Donc c'est tout cet accompagnement, de la mise en place, des outils, etc., qui est extrêmement importante et qui fait que peut-être un projet va réussir, alors qu'effectivement, si on part un petit peu dans une méthode non structurée, non pensée dans ce sens-là, on n'arrivera pas jusqu'au bout du projet. Donc effectivement, on voit l'importance de la méthodologie. Alors quand on parle de migration aussi, il y a tout le problème entre guillemets des adhérences. C'est-à-dire que dans les systèmes d'information aujourd'hui, on a les outils Microsoft qui sont extrêmement implantés, et notamment l'annuaire, le fameux annuaire Active Directory de Microsoft, dont on sait qu'il est la pierre angulaire en fait de l'offre Microsoft, et qui aujourd'hui fait un peu effet de levier de blocage pour sortir. Donc Benoît, est-ce qu'il vous avez une illustration un petit peu comment on peut faire pour sortir de ça? Et effectivement, c'est bien Active Directory aujourd'hui qui est le problème dans la plupart des infrastructures. Et la plupart des demandes pour sortir d'Active Directory, c'est toujours est-ce que je vais pouvoir reproduire les mêmes fonctionnalités? Est-ce que j'aurai les mêmes fonctionnements? Est-ce que je ne vais pas avoir de problème avec mon parc de machines Windows installées? Comment je vais faire pour mes applicatifs? En fait, effectivement, ça nécessite aussi un accompagnement. Les migrations Active Directory aujourd'hui peuvent se faire de manière assez, je dirais, assez agréable, assez industrielle. On peut décomposer un serveur Active Directory et ses différentes briques et les migrer les unes après les autres. Typiquement, on peut migrer son Active Directory vers un annuaire OpenLDAP, on peut migrer le DNS vers un bind, et ainsi de suite. On a à chaque fois des composants libres qui remplissent ces fonctionnalités. Et effectivement, il faut fournir une interface pour gérer tout ça. Des projets comme Fusion Directory que je représente, en fait, essayent de reproduire cette fonctionnalité en lui rajoutant toutes les fonctionnalités que permettent les briques libres. Et donc d'avoir une solution qui permet de sortir d'Active Directory et de s'ouvrir au monde du logiciel libre et par après faire des choix en fonction d'une distribution, d'une politique qui est mise en place et de se laisser le choix sur les évolutions futures. C'est effectivement une fois qu'on a commencé un petit peu à casser ces adhérences, c'est là où effectivement on peut reboucler sur le choix et se poser vraiment la question, et où ça vaut vraiment le coup de se poser la question, parce qu'effectivement tant qu'on a des blocages de ce type-là, on peut toujours se poser la question, mais si la réponse est toujours non, on peut pas parce que y a la brique en question qui bloque, c'est clair que c'est dur d'embrayer tout le reste. Donc c'est vrai que il y a une articulation pas simple, je pense, entre dans l'ordre dans lequel on peut faire les choses aussi. Après, ça dépend un petit peu. Je pense que c'est vrai que le point sur Active Directory est un point de blocage important, puisqu'il derrière, il débouche sur tout l'aspect, je dirais, bureautique, collaboratif, tout l'intranet, etc. Donc c'est un vrai sujet. Vous avez plein d'autres sujets aussi au niveau de l'infra. Vous avez toute la partie serveur aussi. Donc après, je ne sais pas s'il y a une méthodologie dans l'ordre. Il faut prendre d'abord la bureautique, la partie. Chaque client est différent. Je crois qu'en fait, je crois qu'il faut faire ces migrations en fonction des problèmes qu'on rencontre, de la stratégie d'entreprise. Et je pense que c'est vrai, tous les trois, je pense qu'on se rejoint sur un point, c'est qu'il faut se faire accompagner. Sinon, en fait, on risque d'échouer parce qu'on aura une démarche, je dirais peut-être inadaptée, artisanale, et que l'open source, au contraire, c'est quelque chose où il faut de l'industrialisation, de la méthodologie. Voilà. C'est vrai que l'open source, l'avantage, c'est que c'est basé sur un modèle basé sur le service. Oui. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment mettre tous ces moyens sur le service et pas commencer par payer des licences. Et après se poser la question, qu'est-ce que je vais mettre comme service quelque part? Et puis internaliser veut pas dire, externaliser, se faire accompagner veut pas dire qu'à un moment donné on n'est pas dans une démarche au contraire d'internalisation. Se faire accompagner, c'est acquérir la compétence pour pouvoir, se projeter dans un avenir et maîtriser en fait son système d'information. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'on a aujourd'hui des exemples, vous avez des retours d'expérience aujourd'hui de clients que vous avez pu entre guillemets sortir de ces adhérences, faire évoluer?
Effectivement, on a des références sur, effectivement, nous, dans le domaine de l'infrastructure, sur des hôpitaux qu'on a migré complètement d'Active Directory vers des solutions libres complètes. On a ça dans le secteur de la recherche, dans pas mal d'environnements où ils ont des demandes d'infrastructures quand même assez lourdes. Donc effectivement, je pense que je ne suis pas le seul autour de cette table, on a pas mal d'exemples dans tout ce qui est retour client, le plaisir après qu'ils ont à travailler avec les outils, parce que justement, comme on le disait, ils peuvent reprendre le contrôle de leurs outils. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste toujours, c'est pas seulement de l'accompagnement, mais c'est reprendre le contrôle sur sa propre informatique et donc faire des choix éclairés après sur comment est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait. Au niveau des distributions Linux, on parle surtout de la partie serveur, sur les postes de travail, vous avez des cas aussi? Alors le poste de travail directement, c'est vraiment un sujet délicat en fait. Beaucoup de phases de test, assez peu d'aboutissement au final, sauf sur des cas, des postes de travail extrêmement simples, je dirais qui se limitent sur de la banalisation du poste de travail. Enfin, bon. Par contre, là où on a des cas un petit peu plus intéressants, c'est des objets basés donc sur des distributions Linux. Moi, j'ai en tête, par exemple, un système sur lequel on a travaillé, sont les écrans multimédia, vous savez, dans les avions, vous avez dans les sièges. C'est un poste utilisateur, qu'on a travaillé effectivement sur de la Debian. Là, vous avez toutes les spécifications de l'aéronautique qui tombent sur le projet. Donc, même si on part d'un projet relativement artisanal, à la fin, il faut effectivement répondre aux exigences du secteur. Et là, effectivement, rentre en jeu toute l'importance d'avoir justement cette chaîne de production industrielle, professionnelle, de manière à ce que les gens puissent savoir tracer le code, puissent répondre aux exigences pointues de la reproductibilité du système d'exploitation. Et là, si vous n'êtes pas outillé correctement et formé correctement, c'est juste impossible de répondre effectivement aux spécifications. Très bien, donc on peut dire en conclusion, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de souci pour effectivement, on va dire, systématiser sa démarche vers l'open source. Il faut effectivement, par contre, ne pas oublier que ce n'est pas parce qu'on peut récupérer, utiliser librement les outils, pour autant, il ne faut pas se faire accompagner. Effectivement, ça reste des outils techniques, donc quelque part, effectivement, on a besoin de sociétés comme vous pour se faire accompagner. Merci beaucoup pour cet éclairage. Bon salon, il est bientôt fini. Puis à bientôt. Merci. Au revoir.